Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Réclamation et observation des colons. Une inquiétude générale, un désir exagéré d'innovation se sont emparés des esprits, et finiraient par égarer totalement les opinions, si l'on ne se hâtait de les fixer par une réunion d'avis sages et modérés. C'est ainsi que s'est exprimée Sa Majesté. Et tel est le langage convenable à un souverain qui, du haut d'un trône où l'on place les destinées, supérieur aux cris des passions et des intérêts divers, met assez près de ses peuples pour entendre leurs justes réclamations, les appelle près de lui, non pour leur prescrire ou pour en recevoir des lois, mais de concert avec eux, pour en établir qui ne soit que l'expression du vœu général, les garants du bonheur public et la base inébranlable de l'Empire. Non pour se laisser égarer par le fanatisme et l'enthousiasme qui peignent tout sous des couleurs fausses et outrées, mais pour être guidés par la raison, dont l'emploi est de mettre les objets à leur place et sous leur vrai point de vue, non pour prêter l'oreille à de pompeuses et violentes déclamations, mais pour connaître la vérité, dont la lumière douce et bienfaisante, loin de brûler, loin de détruire, éclaire, échauffe, vivifie. Oui, sans doute, il est temps de ramener l'opinion publique égarée, enflammée sur beaucoup de questions auxquelles tiennent la tranquillité publique et la marche assurée du gouvernement. Parmi ce nombre est celle de l'esclavage des nègres, qui a donné naissance à tant d'écrits, et produit une fermentation qui menace les colonies françaises d'un embrasement prochain, et d'une révolution funeste à la métropole elle-même. Mais quelles en doivent être les victimes? Quels sont ceux qu'il s'agit de venger? Qui donc excite cet incendie? Les Français poussés par un zèle, respectable dans son origine et dans ses motifs, mais mal éclairés, mais devenus trop ardents, ne craignent pas de mettre en danger les propriétés, l'existence de leurs concitoyens, de leurs frères, et d'exposer les colonies à la plus horrible catastrophe. Bientôt ces possessions si précieuses offriront un spectacle qui effraie l'imagination. Tous les liens de la subordination sont rompus, tous les travaux sont abandonnés, les scènes les plus cruelles se préparent, l'affreux signal est donné, au nom de liberté tous s'écrient, tous s'arment, et déjà. Ces tableaux sont-ils exagérés? Y ont-ils bien réfléchi, ces passionnés défenseurs de la cause des Noirs? Ignorent-ils, ou peuvent-ils se dissimuler la réalité de ces effets désastreux? Tout dit que ce ne sont point de fausses terreurs. Tout autorise donc les colons poursuivis sans mesure, calomniés, déchirés sans ménagement. Tout les force à réclamer hautement la protection de la métropole dont ils se font gloire d'être les enfants les plus affectionnés que la nation assemblée les reçoive dans son sein, qu'elle accueille leurs doléances, qu'elle leur assure les secours les plus prompts et les plus efficaces. Et puisqu'on attaque avec tant d'acharnement leurs propriétés par l'idée de l'affranchissement futur des nègres, et l'espoir de l'accroissement de leur culture par celle de l'abolition présente de la traite, qu'elles daignent prendre en considération l'exposé de la situation et de la manière d'être des colonies, de tout leur rapport avec la métropole, du système meurtrier par lequel on tend à les anéantir, et du véritable régime qui peut seul les entretenir et les faire prospérer. Pressés par l'évidence des faits et la force des raisonnements, les défenseurs de la cause des Noirs ne prétendent pas que l'on supprime l'esclavage, si cette suppression entraînait avec elle la perte des colonies. Ils demandent seulement la suppression de la traite. Vous ne pouvez plus leur objecter la crainte qu'un si bel exemple ne soit pas suivi par l'Angleterre, puisque cette puissance paraît décidée au même sacrifice. Fort bien, mais c'est ici particulièrement que les colons, non plus en cette seule qualité de colons, mais comme citoyens français, proposent à la nation assemblée leurs observations, ou si l'on veut, leurs doutes et leurs scrupules. Ils lui dénoncent la fameuse question de la traite, et ils la supplient de l'examiner sous le rapport de l'exemple que l'Angleterre semble nous inviter à suivre, ou plutôt à lui donner. Cette puissance peut songer de bonne foi à proscrire la traite, et désirer que la France l'imite. Dans ce cas, pour juger du degré d'estime qu'il faudrait lui accorder à l'aspect d'un tel sacrifice, il convient de l'apprécier par l'évaluation de ces colonies occidentales, et par celle de leur importance et de leur prix comparé avec les nôtres. Il en résulte d'abord une vérité que l'intérêt palpable des colons ne cherche point à exagérer, mais sur laquelle il désire que la nation daigne fixer ses regards. La voici. Toutes les colonies occidentales de l'Angleterre sont parvenues à leur dernier degré de culture, et tendent vers leur déclin. Elles sont d'ailleurs plus que suffisamment pourvues de nègres. De ceci il résulte plusieurs conséquences évidentes. Elles ne peuvent pas s'accroître. Elles touchent, si elles n'y sont déjà rendues, à une diminution sensible.
La supériorité proportionnelle de leur population en nègres rendrait proportionnellement aussi cette diminution moins fâcheuse pour elle que pour la France. Donc elle a peu à perdre. Voyons maintenant la position de la France. De ces îles du vent une seule, et c'est la plus ancienne, la Martinique, ne peut guère se promettre d'accroissement. La Guadeloupe en est encore susceptible, et le sol en est en général excellent. Tobago à peine commence à se montrer, et promet dès son enfance, les plus heureux développements. Sainte-Lucie peut au moins doubler ses produits. Enfin, Saint-Domingue, cette capitale de l'archipel franco-américain, compte plusieurs moyens puissants de progression. Elle a encore des parties de montagne à défricher, surtout dans cette longue chaîne qui règne entre la bande du sud et le revers du nord, et s'étend du cap Tiburon jusqu'aux limites espagnoles, le fond du cul-de-sac, les grands bois, aux environs du Mirebalais, dans la dépendance des Verrettes et bien d'autres terrains moins considérables. De ces plaines, la plus anciennement établie, celle du Cap offre encore quelques défrichements à faire. Celle de l'Artibonite n'est pas à moitié de sa culture possible, et n'attend pour augmenter ses produits infiniment précieux, que la réussite du projet tant de fois entrepris et abandonné, d'employer à son arrosement les eaux d'un fleuve jusqu'à ce jour bien plus connu par ses ravages que par ses bienfaits. Sans parler de la plaine du cul-de-sac, de celle de Léogane et d'autres moins étendues, situées entre cette dernière et le cap d'Anne-Marie, que de conquêtes à faire dans la partie du sud qui ne demande que des bras, de l'encouragement, de la protection, dont le sol exquis et qui ne pêche que par un excès de vigueur, assure pour l'avenir les récoltes les plus abondantes. Enfin, partout où règnent déjà les cultures, il reste encore à les perfectionner et à en accroître les produits. La France aurait donc beaucoup à perdre en abolissant la traite des nègres. Il ne s'agit plus ici de ménagement. Il en est que la bienséance que les lois tacites de la société prescrivent d'individu à individu. Il en est de reçu et d'indispensable de nation à nation. Mais lorsqu'on médite une opération importante, et celle-ci l'est sans doute, lorsqu'on agite une de ces grandes questions d'État qui influent sur le sort des empires et embrassent les générations, tout homme, tout citoyen doit être admis à se faire entendre et à proposer ses doutes, surtout s'il avertit d'un danger. C'est à ses concitoyens de juger s'il est imaginaire ou réel, et du degré d'attention qu'il mérite. Honorons les vertus privées, croyons même aux vertus publiques, mais notre estime et notre admiration pour certains personnages illustres, dont le suffrage, dont l'opinion détermine les résolutions d'un grand peuple, mais la connaissance que nous avons des sentiments généreux, de la loyauté d'une nation qui rivalise avec nous de commerce, de puissance et de considération, ne doivent pas nous interdire l'examen scrupuleux du motif de ces délibérations sur des points communs entre nous. Tranchons donc le mot. Ne nous laissons point entraîner par l'exemple de l'Angleterre dans cette grande et importante question. Nous l'avons déjà vu, ces possessions occidentales perdent chaque jour de leur prix. Peut-être craint-elle de les voir échapper de ses mains. Eusique, si elle ne faisait que suspendre la traite. Cette idée de suspension n'est point invraisemblable, et elle peut arriver de deux manières. L'une par l'effet d'une politique profonde et de desseins ultérieurs qu'il est permis de prévoir, l'autre par le changement de système qui ne tiendrait qu'à l'existence d'un seul homme et que son successeur peut faire révoquer à son gré. Faut-il donc confier le sort d'un grand empire à l'opinion que l'on peut prendre du caractère d'un seul homme, d'un mortel, surtout lorsque cet homme est le ministre d'une nation rivale et savante en politique, et que son devoir lui prescrit peut-être d'employer les moyens d'augmenter la gloire et la puissance de sa patrie, ou d'abaisser celle des peuples voisins et rivaux? Faut-il s'abandonner sans réserve à l'invitation d'un peuple qui peut vouloir nous égarer, car quand il y va de la vie, il est permis de tout croire et de tout craindre, qui peut du moins se tromper, mais à qui cette erreur ne coûterait presque rien et sur laquelle il pourrait revenir, tandis qu'en l'adoptant elle entraînerait votre ruine et sans retour? Enfin, soit alarme, soit erreur, soit indifférence, nous croirons donc si l'on veut l'Angleterre disposée à ce sacrifice. Mais en le faisant, tout ne sera pas perdu pour elle. Il lui reste l'Inde, source féconde de richesse et de navigation. Il lui reste sa position insulaire qui lui fait du commerce maritime une nécessité quand ce ne serait pas un goût. Il lui reste cet attrait pour la mer qui de ses enfants fait autant de matelots. Il lui reste ce souvenir orgueilleux de tous ses triomphes sur un élément qui semble son domaine naturel et exclusif. Il lui reste enfin ce trident de Neptune qui est le sceptre du monde. Et la France, que lui reste-t-il ? À quoi lui sert la supériorité de sa population, l'excellence de son sol, la variété de ses productions,
le génie industrieux et actif de ses habitants, la faveur de sa situation locale? Que lui sert tout cela, si sa culture est diminuée, si ses manufactures languissent, et elle languirait par la privation des matières premières, si elle devient tributaire des autres puissances maritimes chez lesquelles il faudrait s'en pourvoir, s'il ne lui est plus permis de se montrer sur les mers dont elle aura cédé l'empire, cet empire depuis si longtemps et si opiniâtrement disputé. Tout, jusqu'à son commerce du Levant, jusqu'à ses pêcheries lointaines, jusqu'à son grand et petit cabotage, tout lui sera enlevé ou dépendra du caprice de l'Angleterre. L'Angleterre inquiétera, poursuivra nos pêcheurs jusque dans nos ports devenus désormais inutiles. Elle régnera sur l'océan, dans la Méditerranée, sur nos côtes, où elle portera l'épouvante et les ravages. Elle régnera partout où des flottes peuvent pénétrer, partout où peut aborder un esquif. Et la France, dites-vous, s'en tiendra à ses ressources territoriales, à son commerce intérieur, à son commerce de terre. Mais pourquoi vouloir qu'elle perde sa magnifique branche du commerce maritime qui donne la vie à tout le reste, et que nos ennemis, que nos voisins, que toute l'Europe regardent avec un œil d'envie? Ah certes, si la nature leur eût accordé tous ces dons qu'elle nous a prodigués sans mesure, ils sauraient bien les faire valoir, ils en favoriseraient le développement, ils se garderaient bien d'y mettre obstacle, et plus encore d'y renoncer à jamais. Ce serait donc pour eux un jour de triomphe et de fête, que celui où ils verraient la France prendre une résolution qui la mettrait en un instant plus bas qu'ils n'eussent osé l'espérer, et qui terminerait enfin cette querelle que tant de siècles et de combats ont laissée indécise. Est-ce donc là le terme auquel on aspire, et où nous porterait le système et les vœux des défenseurs de la cause des Noirs? Peuvent-ils se persuader que ce soit là l'intention du gouvernement? Qu'ils daignent relire le discours de M. Necker à l'ouverture des États généraux? Ils y trouveront, dans l'énumération des moyens de prospérité de la France, des colonies plus riches et plus fertiles que celles des puissances voisines. Ce n'est pas là un langage destructeur. Et le prix qu'on met à un objet n'annonce pas la résolution prochaine de l'abandonner ou de l'affaiblir. Voudraient-ils tirer parti de quelques expressions qu'ils croient favorables à leurs idées sur la traite, et auxquelles il est clair qu'ils donnent trop d'extension? Examinons-les. Un jour viendra peut-être où, associant à vos délibérations les députés des colonies, etc., vous vous occuperez des moyens d'adoucir un esclavage considéré comme nécessaire. Un jour viendra peut-être, nous le désirons, nous l'espérons, nous concourons de tout notre pouvoir à l'approcher ce jour, qui fera succéder aux maux inséparables de la traite d'Afrique, aux maux qui dévastent les deux mondes, ces soins féconds et prospères qui multiplieraient dans nos colonies même les hommes destinés à nous seconder dans nos utiles travaux. Et ce souhait juste et humain et cet espoir consolant, les colons l'ont déjà formé. Je me rangerai du moins à l'opinion que l'on pourrait, à une époque que je crois encore éloignée, et dont je n'imagine pas que nous devions être les témoins, que l'on pourrait, dis-je, renoncer à la traite des nègres, aussitôt qu'il n'y aura plus de défrichement à faire dans nos colonies. Ce serait la première borne de ce commerce. Et si par l'effet d'une meilleure législation et surtout d'un régime plus doux, on parvenait à y soutenir leur population généralement sur tous les biens, ainsi qu'elle se soutient sur un certain nombre, il n'est pas douteux qu'alors on verrait tomber de lui-même un trafic que les plumes les plus éloquentes ne réussiront jamais à légitimer. C'est ainsi qu'écoutant les conseils de la raison et de l'équité naturelle, c'est ainsi que devançant ces grandes idées d'ordre et d'intérêt général, il s'associait déjà à ces plans d'amélioration que le cours des siècles et le progrès des Lumières et l'adoucissement des mœurs amènent parmi les hommes. Qu'au lieu de les calomnier, on daigne leur en tenir compte. C'est la seule réponse qu'ils opposent à ces reproches outrageants de dureté, d'insensibilité, de cupidité qu'on ne se lasse point de leur faire, que leurs principes, que leur conduite démente, et que leur cœur désavoue. Ces soins, féconds et prospères, ils les ont entrevus et désignés, ils en ont calculé les faits, ils s'y sont mutuellement invités, ils ont eux-mêmes sollicité les regards du gouvernement sur les moyens de les faire naître, ils le consignent encore ici, ils le renouvellent, ce vœu qui satisfait à la fois le grand intérêt de l'humanité devant lequel des hommes doivent toujours se prosterner, et l'intérêt de la société et le respect dû aux propriétés qu'il ne faut jamais perdre de vue. Tout dit qu'on doit chercher ces moyens bienfaisants et conservateurs. Il en est de si facile, de si sûr, que la simple indication suffit pour en déterminer l'essai et en promettre le succès. Les colons supplient donc les États généraux d'examiner. 1 degré. Si la France doit abandonner ses colonies,
et si elle aurait le droit avant cet abandon d'en changer le régime. 2 degrés. S'il est possible de changer ce régime sans entraîner la subversion totale des colonies. 3 degrés. S'il n'est pas convenable de rejeter, ou du moins prudent de suspendre le projet d'abolition de la traite, en considérant que réellement l'esclavage règne avec force dans presque toute l'Afrique, indépendamment du commerce qu'y font les Européens. Que leur renonciation à ce commerce n'y produirait pas l'extinction de l'esclavage. Qu'on ne pourrait guère se promettre cette extinction que de l'effet d'une civilisation parmi ces peuples, presque impossible à espérer. Et qu'enfin, en attendant cette heureuse révolution, on peut admettre une police dans l'achat et dans le transport des nègres, qui satisfasse à la fois le vœu de l'humanité et celui même du commerce de France ainsi que des colons. 4 degrés. S'il convient à la France de faire le sacrifice de tous ses avantages, tels que ceux de son commerce, de son numéraire, de sa navigation, de sa puissance navale, pour écouter les conseils d'un zèle plus humain qu'éclairé et les insinuations suspectes d'une nation rivale. Paris, 9 juin 1789. Dominique L'Amiral, L'Afrique et le peuple africain. Traite des Noirs. Nous voici naturellement arrivés au développement d'une matière importante, qui agite maintenant tous les esprits. L'enthousiasme de la liberté fait désirer à tous les Français d'en pouvoir faire flotter l'étendard sur toutes les contrées de l'univers. Ils voudraient que tous les peuples qui couvrent l'un et l'autre hémisphère puissent les regarder comme leurs libérateurs. Je partage vivement ce noble enthousiasme avec tous mes concitoyens, et ce que je fais en ce moment en faveur des habitants du Sénégal ne doit laisser aucun doute sur mes sentiments à cet égard. On peut donc être persuadé que tout ce que je vais dire sur le caractère et les mœurs des nègres n'a point pour but de perpétuer l'esclavage sous lequel ils gémissent et auquel je voudrais pouvoir les soustraire au prix de mon sang. Mais je suis forcé d'avouer, et ce qui va suivre prouvera, combien cette race est peu capable de goûter et de sentir le prix de la liberté, et d'en savoir jouir jamais. J'ai vécu plus de 10 ans parmi ces êtres infortunés dans leur propre pays, et dans la plus grande familiarité. Je ne les ai pas vus seulement sur les bords de la mer où nos usages peuvent avoir influé sur leurs mœurs, mais j'ai pénétré dans leur vaste désert. J'ai fait plus de 2000 lieues dans ces tristes contrées. J'ai considéré ces peuples sous tous les points de vue possibles. Je les ai étudiés en hommes qui pensent. Partout je n'ai vu que des tyrans et des esclaves. Partout j'ai vu des peuples qui diffèrent à peine des brutes. Partout je les ai vus privés des dons les plus précieux de la nature, sans abri contre les brûlantes chaleurs du soleil, manquant d'eau dans beaucoup d'endroits, rongés de maladies par le défaut de sel pour assaisonner leurs aliments, ne mangeant que du millet grossièrement pilé et cuit avec de l'eau pure ou simplement grillé sur des charbons. Ici le sol ingrat leur fournit peu de grains, ils ne peuvent élever ni volailles ni bestiaux, ils sont quelquefois réduits à manger de mauvais fruits sauvages, des feuilles d'arbres ou des reptiles dégoûtants. On s'abuse si l'on croit que les armes et les munitions que notre commerce répand dans le pays soient un objet bien considérable, eu égard à l'immense étendue de l'Afrique et de son énorme population. Ces armes, ces munitions, ces toiles, ces eaux-de-vie, n'arment, ne vêtissent et n'abreuvent pas la millième partie de ces peuples. Il suffit à peine pour les rois, les princes, quelques chefs de village et quelques soldats. Notez encore que la plupart des armes qu'ils ont sont hors d'état de servir, parce qu'ils ne savent pas les réparer ou qu'ils les réparent mal. Tout le reste n'a pour toute arme qu'une sagaie qui est un bâton mince armé d'un fer et un mauvais couteau flamand, dont la lame est molle comme du plomb-plomb. Il est vrai que sur les côtes ils sont mieux armés, parce qu'ils ont des relations plus directes avec les Européens, et que c'est eux qui font tout le profit du commerce, tandis qu'il n'en revient que très peu de choses à ceux qui demeurent dans l'intérieur du pays. Un baril de poudre, un baril d'eau-de-vie y sont regardés comme des trésors. On les fait escorter par de gros détachements jusque chez le roi. Là, on donne volontiers un esclave pour un fusil d'une pistole, ou pour un baril de 12 pintes d'eau-de-vie baptisée. Je suis étonné que M. l'abbé Raynal, fait pour éclairer le monde par le flambeau de ses lumières philosophiques, ait propagé des erreurs funestes au lieu de chercher à les détruire. Il s'en est rapporté avec trop de confiance à des relations infidèles, lorsqu'il a avancé que les côtes d'Afrique sont épuisées d'hommes, ce qui est cause qu'on va chercher les esclaves à 300 ou 400 lieues dans l'intérieur de ce continent. Il est dangereux ou tout au moins inconséquent d'affirmer des faits dont on ne s'est pas assuré par ses yeux,
surtout quand ils sont d'une aussi grande importance pour l'histoire. Je dois avec d'autant plus de soin relever cette erreur et quelques autres, que le respect que l'on a pour le vaste génie de M. l'abbé Raynal fait que l'on ajoute une foi trop aveugle à ses assertions. Je vois avec regret que presque tous les voyageurs semblent craindre de ne pas plaire en disant la vérité toute nue sans y ajouter leur rêverie, et que leurs compilateurs adoptent tout sans examen. Les côtes d'Afrique sont toutes très habitées partout où elles ne sont pas d'une stérilité absolue, et on n'y fait pas la guerre dans l'intention directe de faire des esclaves, mais si quelques circonstances y donnent lieu, les habitants profitent volontiers de ce que la fortune met entre leurs mains. Ils nous vendent leurs prisonniers qu'ils étaient autrefois dans l'usage de tuer. Or cela, les chefs du pays ne nous vendent que des criminels, condamnés comme assassins ou comme voleurs. L'usage même nous autorise à saisir un nègre qui nous vole. Il devient notre esclave, fût-il un prince, à moins qu'il ne se rachète, sans cela nous serions sans cesse pillés. On se tromperait bien si on pensait que l'intérieur du pays ressemble aux côtes, soit pour les mœurs, le climat ou la fertilité. Il s'en faut de beaucoup. L'intérieur de l'Afrique est le pays le plus stérile de l'univers, comme il est le plus chaud. Les espaces immenses ne présentent à la vue que des vastes déserts, des mers de sable mouvants. Cependant partout où le pays est tant soit peu habitable il est habité. La population y est même nombreuse, parce que l'oisiveté, la pluralité des femmes et la chaleur du climat qui porte à l'amour, doivent nécessairement rendre ces peuples avides de la seule jouissance que l'on ne peut leur ravir et la seule qui puisse les consoler parmi tant de maux qui les accablent. Aussi les enfants y pullulent-ils à l'excès. Mais dans un pays où toutes les productions nécessaires à la vie sont exposées à tant de vicissitudes, la terre peut-elle toujours fournir à la subsistance d'une si grande multitude? Et ne serait-il pas raisonnable de chercher dans cette cause l'origine de l'esclavage des Noirs? Leur caractère, leur apathie, leur peu de jugement et leur position physique ne leur a pas permis de penser à émigrer. Ils n'ont d'ailleurs ni l'énergie, ni le courage de ces peuples du Nord, qui ne pouvant subsister dans leur pays, ont inondé et subjugué le midi de l'Europe. On sait que dès la plus haute Antiquité, les nègres ont été les esclaves des nations puissantes et industrieuses qui les environnaient. Nous devons penser que dès lors ils se faisaient la guerre entre eux, comme ils se la font encore. Ayant à peine de quoi subsister eux-mêmes, il fallait bien qu'ils vendissent leurs prisonniers ou qu'ils les égorgeassent, et c'est ce qu'ils faisaient quand ils ne pouvaient les vendre. Il en est qui se sont vendus eux-mêmes, et souvent les pères et mères vendaient leurs enfants et ne se réservaient que le plus jeune. Que l'on ne se prête donc pas à la fatale illusion de croire que leurs guerres n'ont d'autre motif que de nous fournir des esclaves. Je conviens qu'il se fait quelques pillages dans ce dessein, mais jamais de guerre ouverte. Elles n'ont d'autre cause que l'ambition des grands, la jalousie des voisins, un bœuf volé, un prince insulté, plus communément encore des guerres de succession, des usurpations. J'en ai vu faire 20 dont je puis citer le motif. Et pour ne laisser aucun doute à mes lecteurs, je vais en citer quelques-unes dans les environs du Sénégal. J'ai peint avec franchise toute l'horreur que m'inspire le commerce des Noirs et ses funestes effets. C'est malgré moi que je l'ai fait pendant longtemps, mais nous ne sommes pas toujours maîtres du choix de l'État que nous embrassons, et comme la première loi est de travailler pour notre conservation, on suit malgré soi l'impulsion qu'on a reçue. On est ainsi souvent coupable sans le vouloir, et sans qu'il nous soit possible de ne l'être pas. Mais si j'ai cédé malgré moi à cette loi impérieuse, cela ne doit pas m'empêcher d'être juste et vrai sur tout ce qui peut affaiblir l'odieux d'un usage qui semble être autorisé par l'exemple de toutes les nations. C'est pour cela que je suis obligé de déclarer que l'on serait dans une grande erreur si l'on croyait que la traite des Noirs soit la seule cause des guerres et de l'esclavage des nègres. J'ai prouvé plus haut combien elles ont de motifs différents. Je reviens au texte, et je dis d'après les vraisemblances les plus frappantes, que les nègres ont été entraînés par des causes physiques à subir le joug de tous ceux qui ont eu le désir ou le besoin d'employer leurs services, que de même ils n'ont pu y apporter aucun obstacle et que dans un sens c'eût été un bien pour eux s'ils eussent rencontré partout des maîtres doux et humains. Toutes les contrées qui avoisinent la barbarie, l'Égypte et l'Arabie, ont de tous les temps fourni des esclaves à ces peuples, la Caffrerie fournissait l'Asie. Il ne restait que la côte occidentale de l'Afrique qui, n'ayant d'autres voisins que la mer, n'avait aucune ressource pour se débarrasser de l'excédent de sa population, jusqu'au temps où les Portugais firent la découverte de ces côtes et celle du Nouveau Monde. L'intérieur de l'Afrique est une pépinière inépuisable d'hommes.
Si depuis tant de siècles toutes les nations policées de l'Afrique et de l'Asie ont tiré sans cesse une si grande quantité d'esclaves de ce continent sans en épuiser, et même sans en affaiblir la population, comment peut-on supposer que notre commerce très borné, eu égard à l'immense étendue du pays, puisse le dépeupler? Un calcul très abrégé rendra la chose sensible. Notre commerce en Afrique s'étend sur environ 2000 lieues de côte. Supposons que partout il pénètre jusqu'à 400 lieues dans les terres, cela ferait 800 000 lieues carrées. J'admets qu'il y en ait un quart d'inhabité, resterait 600 000. Supposons encore que le commerce de toutes les puissances européennes traitât annuellement 200 000 nègres. Et cela ne va pas là, cela ne ferait qu'une tête de nègre sur l'espace de 2 lieues. Je laisse à juger si une pareille émigration peut dépeupler le pays. Si les nègres ont toujours constamment supporté le joug de l'esclavage sans avoir eu ni la volonté ni le courage de le secouer, s'ils n'ont fait aucun progrès dans les connaissances humaines, quoiqu'environnés des peuples les plus éclairés de la terre, les Égyptiens et les Arabes, ne devons-nous pas en conclure qu'il leur est impossible de sortir de la sphère dans laquelle ils sont circonscrits? Leur connaissance intellectuelle ne surpasse pas de beaucoup celle des animaux qui cohabitent avec eux leur désert, et ces derniers sont moins à plaindre que les nègres. La nature les a couverts de poils qui les garantissent également de la rigueur du froid et de l'extrême chaleur. Ils naissent précisément sur le sol qui produit l'aliment le plus convenable à leur tempérament et à leur conservation. S'il leur manque dans un endroit, ils peuvent facilement le chercher dans un autre. Ils ne trouvent point de peuplade d'autres animaux qui les combattent et qui s'y opposent. Un peu plus près ou un peu plus loin, ils trouvent toujours de l'eau, des herbages, ou de tendres bourgeons sur les arbres, qui couvrent la surface du pays, et les antres des forêts leur offrent partout des abris contre les injures du temps. Mais l'homme est en naissant l'esclave de ses premiers besoins. Ses besoins le tiennent à la société sans le secours de laquelle il périrait. Il n'est point libre de la quitter. Et que deviendrait-il, s'il en avait le pouvoir, et qu'il fût obligé de vivre isolé au milieu des forêts? À l'homme, Dieu n'a donné que des mains et du génie. Mais ce génie est plus ou moins borné selon le climat où il est né, et selon la position de l'anneau qui l'unit à la chaîne qui lie tous les êtres, depuis l'insecte le plus vil jusqu'à l'homme le plus parfait qui est l'image la plus prochaine de la divinité. Il est des contrées en Afrique, où il y a des hommes plus bruts encore que ceux dont je viens de parler. On sait que dans l'intervalle qui sépare la rivière de Gambie, du cap de Monte, il y a beaucoup de nègres sauvages, errant dans les bois, qui sont carnivores, on les croit même anthropophages, ne connaissant aucun chef, chaque famille vivant isolée, les enfants quittant leurs parents, lorsqu'ils n'ont plus besoin de leur secours, s'accouplant avec la première femme qu'ils trouvent et ne restant ensemble qu'autant de temps qu'il en faut pour satisfaire à leurs désirs. Les nations voisines moins sauvages n'ont pu parvenir à les dompter ni à leur faire adopter leur civilisation imparfaite. Ils en ont cependant pris quelques-uns, qu'ils ont vendus comme esclaves, qui bientôt sont morts de chagrin. J'ajoute une réflexion essentielle qui m'était échappée. Si la traite des Noirs était supprimée, il est très vraisemblable que nous perdrions la colonie du Sénégal, la traite de l'or et celle des gommes. Les habitants de cette colonie ne subsistent que par le commerce des Noirs. Il est vraisemblable qu'ils se donneraient à la puissance qui leur procurerait les moyens d'exister comme par le passé. La faible garnison que nous y avons ne serait pas en état de s'y opposer. Dans la haute saison, il n'y a pas 30 soldats éthiques sur pied. Ils ne pourraient pas faire la moindre résistance s'il se présentait une flotte ennemie. Adresse à l'Assemblée nationale. NOSSEIGNEURS. La mission qui fixe auprès de vous les députés extraordinaires des manufactures et du commerce de France ne leur a jamais paru plus pénible qu'en cet instant, où, pressés par les plus puissants intérêts, ils sont forcés de déposer dans le sein de votre auguste assemblée les alarmes qui se répandent dans les ports de mer, dans les manufactures et dans les colonies. Ces colonies, dont les consommations donnent un si haut prix aux produits de nos terres, qui procurent du travail à plusieurs millions d'hommes, occupés dans les manufactures ou dans le commerce maritime, qui versent en France 240 millions de leurs denrées, ne peuvent être cultivés que par des Noirs, nés dans des climats aussi ardents que celui de nos îles. On a souvent prouvé si des Européens pourraient suppléer ces Africains. Et l'expérience a démontré qu'ils trouveraient leur tombeau dans ces terres brûlantes. Vous avez pensé, NOSSEIGNEURS, dans votre sagesse, qu'avant de vous occuper du régime intérieur des colonies,
Il fallait que le vœu de tous les colons fût complètement exprimé. Mais ce qui ne peut se différer sans le plus grand danger, même pour le repos de la France, c'est de rassurer tous les individus que le commerce des colonies alimente. Des écrits qui se répandent et s'accréditent, réveillent parmi nous ces débats si longuement, et peut-être si insidieusement élevés par les Anglais sur la traite des nègres, ce commerce qu'ils font avec tant d'avantages, et qu'ils conserveront avec tant de soin, malgré le projet d'abolition que quelques écrivains avaient conçu. L'effet de ce projet, qui entraînerait la perte entière de nos îles, répand dans le commerce le découragement, dans les colonies l'effroi, et parmi les Noirs une licence qui peut devenir funeste. On vous a instruit, NOSSEIGNEURS, des excès commis à la Martinique. Les nouvelles de Saint-Domingue, la plus riche de nos possessions lointaines, ajoutent aux alarmes qui s'étaient déjà répandues. Des méchants, excités ou envoyés par les ennemis du bonheur de la France, y causent une effervescence effrayante. Les habitants y tremblent pour leur propriété et leur existence. On a saisi des hommes accusés et convaincus de sédition. Et ce mot, dans un pays qui renferme 400 000 Noirs et 30 000 de nos concitoyens seulement, est un mot terrible. Ces hommes bornés, qui n'aperçoivent pas qu'ils seraient errants et subjugués par d'autres maîtres, s'ils employaient leur force contre ceux qui les gouvernent, peuvent être égarés et entraînés par une fureur aveugle. Les députés extraordinaires n'étendront pas, NOSSEIGNEURS, ces considérations et leurs conséquences. Vous sentirez que si elles sont frappantes en droit, elles le sont bien davantage en politique. Nos rivaux sont attentifs à tout ce qui peut tendre à diminuer nos forces, et à accroître les leurs. L'Angleterre s'élève par son commerce à un degré de puissance effrayant, le nôtre languit et se dessèche. Nos colonies, nos possessions dans l'Inde, nos pêches, notre commerce dans la Méditerranée ne suffisent pas à notre industrie et à notre population. Nos ateliers sont déserts, nos ouvriers gémissent dans une inaction désespérante. Si des nations étrangères envahissaient encore notre commerce de la traite des Noirs, nécessaire à l'accroissement des cultures et des défrichements, qui occupent plus de 200 vaisseaux, et dont les ventes s'élèvent à 60 millions, elles se rendraient insensiblement maîtresses de tous les approvisionnements des colonies et en extrairaient tous les produits. Dès lors ces propriétés précieuses s'échapperaient de nos mains, et les enrichiraient de nos dépouilles. Au lieu d'accroître nos ressources, serions-nous assez faibles pour les restreindre, assez peu sages pour les détruire, au milieu du peuple le plus actif et le plus industrieux de l'univers? Les députés extraordinaires espèrent au contraire, NOSSEIGNEURS, que vos décrets rassureront les agriculteurs et les ouvriers, les commerçants et les colons. Ces décrets montreront à des rivaux ambitieux que votre surveillance embrasse les deux hémisphères, que leurs projets contre le bonheur et la gloire de la France seront aussi vains qu'impuissants, que l'agriculture et le commerce vont devenir, par la sagesse de votre Constitution, les deux grands pivots de la propriété nationale. Ce que Sully et Colbert n'ont fait qu'ébaucher, vos lois le consommeront. Et sur le tronc d'une sage liberté fleuriront ces deux branches immortelles de la prospérité française. Ceux mêmes qui regrettent les faveurs des abus que vous avez proscrits, trouveront en elles des consolations et de nobles ressources. Ils changeront en bénédiction leurs doutes sur la restauration complète de l'Empire. En attendant, NOSSEIGNEURS, tous les bienfaits que vos travaux promettent à la nation, les députés extraordinaires, encouragés par la preuve que vous avez déjà donnée à regard des créanciers de l'État, que vos sollicitudes envers tous les citoyens s'étendaient même sur leurs craintes, vous supplient de prendre dans votre sagesse toutes les mesures convenables pour maintenir l'ordre et la tranquillité dans nos colonies, et de décréter que Assemblée nationale, considérant que ces colonies ne peuvent être cultivées que par les Noirs, la traite continuera d'en être faite par les armateurs français. Signé, Lefébure, Lesguillier, Guyot, député de Paris. ROSTAGNY, La Flèche, JGRELING, député de Marseille. BOYETET, député de Bayonne. CORBUN, Béchat Cazot, député de Bordeaux. MOSNERON Lenné, MOSNERON Delaunay, député de Nantes. PUCHELBERG, député de Lorient. Deschamps de MONTMEAU, député de Rouen. Nérac, député de La Rochelle. Quesnel, Bodinier, député de Saint-Malo. Blanche, Legrand, député du Havre. Louis Niel, député de Dieppe. Gosselin, député de Dunkerque et Lille. TOURNACHON, député de Lyon. Jourdain de LELOGE, de Bray, député d'Amiens. Lecoq, député de Cholet.
Lettre d'un citoyen de La Rochelle à Monsieur le comte de Mirabeau. 24 novembre 1789. Monsieur le comte, une motion que l'on assure devoir être faite par vous ou par Monsieur de La Rochefoucauld à l'Assemblée nationale, met tout le commerce de cette ville en alarme. L'objet de cette motion est, dit-on, de faire rendre un décret qui interdise à tout Français la traite des Noirs et permette aux planteurs de se pourvoir d'esclaves en les achetant des étrangers. Dans la supposition que vous avez, Monsieur le comte, réellement annoncé une pareille motion, permettez-moi de vous présenter quelques doutes sur l'utilité que vous avez probablement espéré d'en voir résulter. Je dois avant tout vous faire ma profession de foi, relativement à l'esclavage des malheureux Africains et au commerce de la traite. Sans ce préalable, tout ce que je vous dirai pourrait vous paraître suspect. L'esclavage quelconque est à mes yeux la violation des droits les plus sacrés de l'humanité. Par une conséquence immédiate, tout commerce dont l'objet est de favoriser, faciliter ou perpétuer l'esclavage, me paraît un attentat direct à cette loi, si simple et si naturelle, de ne faire à autrui que ce que nous voudrions qu'il nous fît. Voilà mes principes. Mais, Monsieur le comte, malheureusement ce genre de commerce est aujourd'hui presque le seul auquel puissent se livrer plusieurs de nos ports. Les armateurs qui s'en occupent y ont employé de grands capitaux, non seulement les leurs, mais ceux de leurs cointéressés, mais encore ceux des manufacturiers qui leur fournissent les articles de traite, mais encore les crédits que les banquiers de la capitale, et même dans l'étranger, leur accordent en supplément de leurs fonds propres. L'abolition de la traite ne produira-t-elle point le bouleversement de leur fortune, tout au moins l'engorgement de leurs moyens? On pourrait le craindre, parce que ces armateurs ont des fonds plus ou moins considérables répandus parmi les habitants ou planteurs, qui souvent ne paient qu'autant qu'on leur fait de nouvelles ventes, et qui, dans le régime appréhendé, seront eux-mêmes contraints de donner la denrée destinée au paiement d'anciennes dettes aux marchands étrangers qui leur portera des esclaves. Ne peut-on pas craindre aussi de voir tomber celles de nos manufactures qui fournissent aujourd'hui les articles de traite? Les funestes effets du traité de commerce avec l'Angleterre offrent des exemples effrayants. Je ne parlerai pas de la diminution de notre marine marchande. Je sais que le commerce de la traite coûte tous les ans la vie à une quantité de marins de tout rang, mais qui peut calculer le nombre d'individus alimentés de proche en proche par les importations des denrées coloniales provenant des ventes des Noirs? Que deviendront les ateliers divers qui s'occupent de pourvoir à l'équipement des navires, tant de bras qu'ils empêchent de s'engourdir dans l'oisiveté et la misère, tant de raffineries, qui déjà ont peine à se soutenir, malgré les encouragements du gouvernement? On pourrait étendre beaucoup la série des maux qu'entraînerait la suppression subite de la traite, mais pour abréger, je me restreins, Monsieur le comte, à vous prier de bien examiner ces deux questions. Un degré n'est-il pas impolitique de défendre la traite à une nation dont les colonies sont cultivées par des Noirs, et de permettre aux colons d'acheter ces Noirs des nations étrangères? Il semble que c'est détourner de la métropole des sources de richesse, pour les faire couler dans le sein des nations rivales, dont la puissance sera augmentée par là en raison de l'affaiblissement de la nôtre? 2 degrés est-il prudent de rendre ce décret, ou même simplement d'en agiter l'objet dans un moment de fermentation que la confiance la plus excessive ne peut se dissimuler? Dans un temps où le peuple, dans un port de mer, trouve à peine les moyens de gagner un pain cher autant que rare, dans un moment où les besoins de la patrie sollicitent une contribution extraordinaire, devenue de jour en jour plus pressante? Craignons, Monsieur le comte, un refroidissement général de la part de cette multitude de citoyens qui verraient leur fortune, leur existence même menacée. Heureux encore si leurs cœurs ulcérés ne sont accessibles qu'au refroidissement. Il me sera fort agréable, Monsieur le comte, que vous vous donniez la peine de peser dans votre sagesse les doutes que je viens de vous exposer. Tout au moins dois-je croire que l'Assemblée nationale ne précipitera pas, sur un objet aussi délicat, sa décision plus que ne l'a fait le Sénat anglais. J'ai l'honneur d'être, etc. Lettre de MMOSNERON de Launay à Monsieur le Marquis de Condorcet. Paris, le 16 décembre 1789. Monsieur. La lettre, que vous avez écrite le 25 du mois dernier aux auteurs du Journal de Paris, et qui a été insérée le 14 de ce mois dans le numéro 348, manifeste un projet qui était déjà connu des places maritimes et manufacturières. Je dois vous informer que ce projet y excite une vive fermentation,
et qu'en le poursuivant, vous causeriez un soulèvement général. Je sais que vous pourriez appeler ce soulèvement les hurlements des loups auxquels on arrache leur proie. De leur côté, ces loups vous appellent des ennemis publics vendus à l'Angleterre. Ils vous accusent même d'avoir occasionné l'insurrection de la Martinique. Je suis bien éloigné d'adopter aucune de ces qualifications. Je crois, monsieur, à la pureté des intentions des amis des Noirs, et quelque grande que puisse être leur erreur, elle me semble au moins bien respectable. Les hommes qui vivent directement ou indirectement du commerce de la traite des Noirs, et de celui des colonies qui en dépend absolument, ne sont point des loups, ce sont d'excellents citoyens, de bons pères de famille, des hommes pleins d'humanité. Pendant la paix, ils enrichissent la patrie par leurs travaux et leur industrie, et beaucoup d'entre eux la défendent pendant la guerre. Dans ce moment, monsieur, il n'y en a pas un qui, s'il était nécessaire, ne cimentât de son sang l'édifice de la liberté. Vous n'ignorez pas que c'est la plus grande de nos provinces maritimes, qui a porté le premier coup aux colons dont le poids accablait la France depuis 12 siècles. Ces hommes sont en grand nombre, je ne crois pas exagérer en le portant à 5 ou 6 millions, je ne compte pas ceux dont l'aisance est augmentée sans qu'ils en connaissent la source. Ces hommes ont été donnés par la nature au gouvernement. Il les a demandés, sous la promesse de les occuper et de les nourrir. Le gouvernement a pris un engagement sacré envers la nature. Il serait affreux de le rompre. Les erreurs de ce gouvernement, les malheurs des guerres, ont prodigieusement diminué les moyens de travail et de subsistance qui avaient appelé ces hommes à la vie. Nous avons perdu nos possessions dans l'Inde, nous avons perdu nos pêcheries, le Canada, l'Acadie, Terre-Neuve, Louisbourg, la Louisiane. Nous n'avons presque plus de cabotage, et les Anglais nous dominent dans nos propres manufactures. Il ne faut pas accuser les individus de ces pertes. N'en accusons même plus l'administration, ses juges sont instruits et elle rend un compte sévère de ses fautes. Bornons-nous, monsieur, à déplorer nos misères, et unissons-nous pour les adoucir et en effacer le souvenir. Il ne reste de notre commerce que nos îles à sucre. L'industrie française, fixée sur ce seul objet, a trouvé dans son activité les moyens de réparer en quelque sorte toutes les pertes. À l'aide des Noirs qu'elle a portés dans les colonies, elle en a doublé le revenu en moins de 20 années. Elle donne aujourd'hui 240 millions à la métropole. Elle consomme 90 millions de nos manufactures. Je ne parle ni de 800 grands noirs et de 6 à 700 petits qu'elles occupent, ni des Marius, ni des ouvriers de tonte espèce. Il faudrait faire un livre et je voudrais ne faire qu'une lettre. La culture des colonies n'est pas parfaite. Elle est telle que si on cessait d'y porter des Noirs, elle décroîtrait rapidement, parce que beaucoup de nouveaux défrichements ne pourraient se soutenir, parce qu'on n'en entreprendrait plus, et parce qu'enfin les anciennes habitations en vieillissant exigent un plus grand nombre de bras pour donner le moindre revenu. Ceci est vrai, surtout dans les caféières. Un planteur n'aurait plus l'espoir de réparer les pertes causées par une épidémie, et son atelier diminuant le forcerait, ou à diminuer ses récoltes qui sont le gage des avances que le commerce lui a faites, ou ce qui serait bien déplorable, à faire porter sur ceux qui resteraient le travail de ceux qui seraient morts et à consommer ainsi sa ruine, celle de son créancier et celle de l'État en peu d'années. Vous savez, monsieur, que dans ce moment tous les ouvriers sont sans travail et sans pain. Vous aviez à Paris, il y a quelques années, 25 000 ouvriers, sans compter les femmes et les enfants occupés au travail des gaz seulement. Aujourd'hui on peut à peine en employer 1600. Voyez Lyon, Rouen, Amiens, Toulouse, Troyes, et toutes les autres villes à manufacture. Ces villes, autrefois si florissantes, sont habitées par la misère, et sans les ateliers de charité auxquels les municipalités et les bons citoyens occupent ces infortunés, victimes du traité de commerce avec l'Angleterre, la France perdrait ses plus utiles sujets ou serait obligée de s'armer contre leur désespoir. La Révolution a renversé tous les grands qui vivaient des sueurs du peuple, mais ils repompaient par leur luxe et leurs dépenses une partie du sang qu'il avait perdu. Cette détestable circulation est heureusement arrêtée, mais la machine, accoutumée à marcher par ce mécanisme honteux, est sans mouvement, jusqu'à ce qu'elle en reprenne un plus régulier et plus noble. Cette cessation terrible et effrayante, quoique nécessaire, est l'objet des sollicitudes des législateurs. C'est une crise salutaire dans un corps robuste attaqué d'une maladie violente, un médecin malhabile la rendrait mortelle. Si à tant de sujets d'inquiétude vous joignez l'abolition de la traite des Noirs, si vous en poursuivez le décret, si vous l'obtenez, avez-vous bien calculé, monsieur, les effets du désespoir des villes maritimes et manufacturières ?
Êtes-vous bien sûr de le régler après l'avoir tenté? Vous flatteriez-vous d'en être le modérateur? Vous ne pouvez vous appuyer de l'exemple de l'Angleterre. L'Angleterre n'a point prononcé l'abolition de la traite. On pense assez généralement que le ministère a fait servir adroitement à sa politique l'enthousiasme de la Société des Amis des Noirs à Londres, et que cette coalition simulée n'est qu'un nouveau piège tendu à la loyauté française. Les Anglais, monsieur, sont au plus haut degré de fortune, auquel une nation puisse prétendre. Dans les temps anciens et modernes, il n'y a aucun exemple d'un commerce aussi étendu. Ils sont maîtres de presque toutes les pêcheries, ils poursuivent la baleine sous l'équateur et sous le pôle austral. Mettant à profit les découvertes de leur célèbre Cook, ils fondent une colonie dans la Nouvelle-Hollande. Ils trafiquent des pelleteries depuis la Californie jusqu'au détroit de Bering. Ils font presque tout le cabotage du Nord qu'ils enlèvent aux Hollandais. Ils se sont fait dans l'Inde un domaine plus grand et aussi productif que l'Angleterre. Leurs manufactures ont détruit les nôtres. Et elles sont dans une activité dont nous n'avons aucune idée. Pas un seul individu n'est oisif. Enfin, ils ont fermé les mines de charbon autour de Londres, et par cette politique admirable, ils ont créé une nouvelle branche d'industrie et de navigation qui occupe plus de marins et de matelots que tout notre commerce maritime. Et remarquez, monsieur, qu'aucun pays n'est mieux cultivé que l'Angleterre. 8 à 9 millions d'hommes ont fait tous ces prodiges. Ils ont été aidés par le fameux acte de navigation, par la liberté, par les primes sans nombre, et surtout par l'esprit public, le plus précieux et le plus noble fruit de la liberté. Ils pourraient donc presque sans danger renoncer à la traite des Noirs et par conséquent à leurs colonies à sucre. Ces colonies sont mauvaises, elles leur coûtent beaucoup et ne leur rendent guère plus de 60 millions. Les hommes qu'elles emploient trouveraient aisément de l'occupation dans les autres parties de leur commerce. Vous voyez, monsieur, qu'en renonçant à leurs colonies à sucre, ils feraient un bon marché, s'ils pouvaient nous engager à les imiter. 20 batailles gagnées, 20 traités de paix glorieux ne vaudraient pas cette heureuse transaction dont ils auraient tout l'honneur. Ils ne perdraient rien de leur force, et ils nous auraient ôté toute la nôtre. Je ne verrais, monsieur, qu'un moyen de mettre les Anglais dans une situation à peu près semblable à celle où nous serions, si nous abolissions la traite. Ce serait en renonçant le même jour à leur possession dans l'Inde, et en rendant enfin à ces malheureuses contrées la paix et la liberté qu'ils leur ont enlevées. Vous avez sûrement lu les charges du procès intenté contre M. Hastings, vous avez dû frémir. On pourrait cependant assurer que le gouverneur de l'Inde sera honorablement déchargé, et que l'Angleterre jouira des fruits du sanglant despotisme qui... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.